bienvenue dans votre univers, l'émission politique de la rédaction de 37 degrés. Aujourd'hui, je reçois dans le studio de notre web TV un chef d'entreprise et aussi un homme politique. Il est l'une des personnes les plus influentes du département, mais pas seulement. Il est là pour une interview exclusive. Philippe Briand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation pour l'émission Votre Univers. Vous êtes député maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président de l'agglomération de Tours. Vous êtes ici dans les locaux de 37 degrés et de la société Studio Arcam, des jeunes entreprises qui sont sur votre commune. Alors j'ai une première question qui va toucher le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux patrons, jeunes patrons ou anciens qui aimeraient se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? D'abord d'avoir du bon sens. Ensuite d'avoir un projet. Et enfin de beaucoup travailler. Je crois que moi j'ai commencé une entreprise à partir de pas grand-chose, avec 50 000 francs, donc c'était pas grand-chose à l'époque. En quelle année? En 1991, on était 5 mois compris. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans, aujourd'hui on est un peu plus de 3000 et fallait du bon sens et fallait beaucoup de travail. Faut bien faire les choses, respecter son environnement, c'est d'abord ses collaborateurs et puis surtout ses clients. Jamais oublier qu'on a des clients. Si on fait quelque chose, toute entreprise s'adresse avant toute chose à des clients. Donc les respecter, y faire attention. Et si on utilise bien ces 3 ingrédients, ben on arrive à se développer et à faire. C'est pas toujours facile. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où on a un peu le front à terre, il y a des moments où on s'interroge. Oui, mais il faut continuer. Il faut garder l'espoir. Et la persévérance, ça marche toujours. Je vais vous présenter une photo. Dans l'émission, on va vous présenter 3 photos aujourd'hui. Je vous présente la première. Ah! Qui c'est? François Fillon? C'est un vieux copain. Alors, une réaction sur la photo? Bah écoutez, alors sur la photo elle-même, il est bien, là, hein, c'est typiquement lui. Il y a ce côté, à la fois ce côté sérieux de François, et puis il y a ce petit sourire et ces yeux qui brillent, qui révèlent l'homme qu'il est. Il vous inspire quoi, François Fillon, aujourd'hui? Écoutez, depuis longtemps, François et moi, on se connaît depuis des années, et traditionnellement, à chaque campagne législative, c'est lui qui vient faire la dernière réunion que je fais. Ah, c'est une tradition? Ah, c'est une tradition. D'abord, c'est le voisin de la Sarthe. Oui, bien sûr. On s'est beaucoup connus avec Philippe Seguin. Moi, je suis de l'origine gaulliste. Oui. Et aussi de cette origine gaulliste. Vous étiez proche de Philippe Seguin, je crois. Hein. Oui, j'aimais beaucoup. J'aimais bien sa dimension humaine et sociale. Avec Philippe Seguin, on a fait ensemble campagne contre Maastricht. C'était un moment formidable. Non pas qu'on était contre le phénomène Maastricht, mais on disait, vous ne pouvez pas laisser la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux sans avoir une clause d'ajustement social. Et justement, Fillon a suivi cette trace de Philippe Seguin aussi. Complètement. Ouais. Je crois que Fillon, c'est beaucoup de bon sens. C'est de la réserve et de l'opiniâtreté. Tout à l'heure, vous me parlez d'entreprise. Oui, dans son entreprise politique, on va retrouver ces 3 valeurs-là. Ce n'est pas un homme qui fait de l'esbrouf. C'est un homme qui travaille sur le fond. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Vous l'aimez bien? C'était pas facile. Ah oui, je l'aime beaucoup. Oui. Justement, alors, à propos de la primaire à droite, puisqu'il l'a gagnée, vous avez été très discret sur cette primaire, vous n'avez pas pris part. Vous avez toujours très bien reçu, par contre, les candidats qui sont venus en Indre-et-Loire, toutes et tous, de Nathalie Kosciusko-Morizet jusqu'à François Fillon. Mais vous avez voté pour qui en novembre, en toute franchise? Allez. Pour qui j'ai voté en novembre? Je ne le dirai pas. Vous savez pourquoi. J'avais dit, compte tenu de cette affaire Big Malion, que je vis comme une écharde que l'on a dans le pied. Ou un caillou dans la chaussure. Hein. Ou un caillou dans la chaussure. Je ne peux pas dire que je suis gêné localement, parce que les gens ont bien compris que je n'étais pas le genre à me mettre dans une vilaine affaire. Mais quand même, vous la vivez mal. Si j'avais pris position au moment des primaires, si j'avais pris position pour quelqu'un d'autre que Nicolas Sarkozy, on aurait dit ça y est, il règle ses comptes, c'est mettre Nicolas Sarkozy dans une position comme ça. Si j'avais soutenu Nicolas Sarkozy, on aurait dit il est inféodé à Nicolas Sarkozy. Je m'exprimerai plus librement sur le sujet quand le procès aura lieu. D'accord. Voilà. Donc on pourra en reparler ensemble éventuellement. On pourra en reparler ensemble, mais je ne ferai pas de déclaration. On a oublié tout en France. Il y a un secret de l'instruction, il y a un travail, il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a toute une équipe. Dedans, vous avez des gens qui ont une certaine forme de culpabilité.
Dedans, il y a aussi des gens qui n'ont aucune culpabilité. Vous- Donc, on laissera l'affaire aller à son terme et on pourra la commenter après. Donc, comme vous en parlez, cette année 2017, pour vous, c'est une année un peu charnière, c'est une année où vous pouvez être envoyé en correctionnel, c'est une année Alors moi, importante. je suis persuadé Mm. que les 14 seront envoyés en correctionnel. Sans trahir le secret de l'instruction n'a pas permis de déterminer Oui, c'est ce qu'on entend, hein, des nous, les journalistes. responsabilités Propres propres, fermes et intuitif personnel. et intuitu personnelles. Oui. Et je pense qu'au début, il y avait un collège de 3 magistrats. Ils ne sont maintenant plus que 2. Ils vont faire leur réquisition en espérant qu'au moment du procès où tous les acteurs sont là, il en sorte quelque chose. Donc serein. Vous savez, je sais ce que j'ai fait et surtout ce que je n'ai pas fait. Mais c'est jamais agréable d'être dans une affaire judiciaire. Une C'est-à-dire affaire pénale, d'autant plus. les affaires définitives, des gens qui disent je fais confiance dans la justice de mon pays, je suis, etc. C'est toujours très fort. Quand vous êtes dans une affaire judiciaire, ce qui n'avait jamais été mon cas, je peux vous dire, c'est lourd. C'est désagréable. Vos proches disent que vous le vivez mal quand même. Hein. C'est assez pesant pour vous. Je vais dire le mot, c'est insupportable. Oui. Si vous voulez, je ne suis pas le genre à me mettre dans des combines à pétrole, hein, ça tout le monde le sait, et de vous retrouver au milieu de tout ça, c'est pas un phénomène agréable. C'est quelque chose dont on se passerait bien dans la vie. Vous n'en parlez pas souvent, donc c'est important. Vous vous attendez au renvoi en 2017. On parle qu'il va y avoir certainement un pourvoi en cassation de certains de vos camarades qui sont aussi mis en cause. Je n'ai pas de camarades là-dedans. Que les choses... Chacun pour soi non, c'est pas ça. Ouais. J'avais une mission. Oui, trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Non. Je le rappelle pour nos auditeurs. Président de l'association de financement. Oui. À ce titre-là, l'article 7, je dois pourvoir aux moyens. Nous avons récolté de l'argent durant cette campagne, environ 6 millions. Ces 6 millions n'ont souffert d'aucune contestation de la part des juges. Tout le monde a eu un reçu. Oui. Il n'y a pas eu d'argent liquide. C'est parfait. Mais sur le reste. Article 8, je suis chargé d'effectuer les paiements des factures présentées par le candidat. À ce titre, j'ai payé les factures qui m'ont été présentées, sans les discuter, sans les renvoyer, sans les faire refaire. Point. C'était mon rôle, avec des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Derrière, il y a eu une tricherie, c'est-à-dire qu'il y a eu un mécanisme de fausses factures, que l'UMP, en son temps, a payé. Point barre. Donc, dedans, votre défense est là. Je ne connais pas les gens de Big Malion que je n'ai jamais rencontrés. Pas d'avis. Le directeur de campagne, je ne le connaissais pas avant. Lavrieux, c'est ça Non, le préfet Lambert. Oui, préfet Lambert, oui. Voilà. Lavrieux, je l'avais déjà croisé quand il travaillait avec Copé, mais je n'ai pas d'amis. Il n'y a personne avec qui j'ai mangé, soupé, bu un verre, reçu. J'étais dans le cadre de ma fonction. Donc voilà. Serein, on peut le dire. Donc serein, plutôt serein. Bon. Mais n'empêche l'épée de Damoclès un peu. Néanmoins, c'est jamais agréable. Vous savez, la garde à vue, c'est pas un moment agréable. Ah non, j'imagine. La perquisition à votre domicile, c'est pas un moment agréable. Vous l'avez vécu quand, ça, il y a quelques mois hein Oh, il y a... Plus d'un an même. Il y a plus d'un an, il y a 1 an et demi. Mais néanmoins, c'est nécessaire à la manifestation de la vérité. On va aller sur un autre terrain, la gauche. Quel regard portez-vous sur l'état de la gauche actuellement, sans dogmatisme, parce que vous êtes assez direct, mais avec l'œil avisé du questeur de l'Assemblée nationale que vous êtes? C'est un regard, ça va vous surprendre, attristé. Je fais partie des gens qui pensent que dans une démocratie, il faut qu'il y ait des poules d'équilibre. Et moi, j'aime assez les modèles anglo-saxons avec des républicains d'un côté, des sociodémocrates de l'autre. En Angleterre, le Labour et les travaillistes, etc. Comme aux États-Unis avec les républicains et les démocrates. En Allemagne avec leur mouvement. Chez nous, c'est plus disert. Aujourd'hui, on sort d'un quinquennat qui est un quinquennat difficile. C'est la première fois que le président, en fait, ne se sent pas la force d'y retourner. C'est la première fois sous la Ve République. Ni la force, ni le soutien. Ni le courage? Ni la force, ni le soutien. En politique, faire attention aux mots. On n'est pas là pour attaquer les hommes. On est là pour commenter des situations. On est là pour se battre et faire des choses. On a un faisceau d'idées qui est important. La gauche, aujourd'hui, elle ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus si c'est une social-démocratie, c'est le camp du président de la République,
ou si au contraire un parti de gauche beaucoup plus actif, beaucoup plus vif, incisif. Elle se recherche, hein. Elle est sur un modèle libéral ou à la gauche de la gauche. Elle ne le sait plus. Ouais, et elle n'a plus de modèle. Et je pense très sincèrement qu'il faut qu'elle fasse la cure d'opposition. Il faut qu'il redescende dans la doctrine. La doctrine, là aussi, quelquefois, le mot n'est pas employé à bon escient. Oui, parce qu'on pense au dogmatisme derrière doctrine, hein, vous savez. La doctrine, c'est quelque chose qui vous rassemble. Ouais. C'est qu'est-ce que nous avons en commun, ouais. qu'est-ce que nous devons exprimer ensemble, et pourquoi devons-nous nous battre. Donc je pense qu'ils ont besoin, aujourd'hui, de revenir à leurs fondamentaux politiques et de savoir s'ils s'affirment comme un mouvement très à gauche ou s'ils s'affirment comme une social-démocratie. Un schisme qui existe à la gauche, qui pourrait exister à la droite demain. Si, par exemple, François Fillon gardait ses positions très droitières, parfois, vous n'avez pas peur d'un schisme dans la droite républicaine ? Non, pas du tout. D'abord, on a exagéré les positions de François Fillon. Il faut toujours faire attention à travers les mots. Quand on fait une campagne, notamment une primaire, mis à part certains qui font 1000 pages de texte. Référence à Bruno Le Maire. À titre programmatique, oui. Vous êtes sur des faisceaux d'idées. Une fois que vous êtes sur ces faisceaux d'idées, vous allez construire votre politique. C'est le travail qui est commencé aujourd'hui. Parce qu'il y a une œuvre de rassemblement. Il faut écouter les autres et on trouve le chemin. Non, la droite républicaine est très unie. Elle est beaucoup plus forte que ce qu'on a voulu laisser dire. Et les primaires se sont remarquablement passés. Et le centre dans tout ça ? Parce que le centre est moribond aujourd'hui, il se recherche. Certains veulent aller avec la droite, d'autres avec Macron, d'autres avec une petite partie de la gauche qui est plutôt centre. Il y a plusieurs centres. Là aussi, il y a besoin d'un petit corps d'idées et de doctrines. Il y a le centre de François Bayrou. C'est assez particulier. Hein. François Bayrou a une démarche personnelle qui est très forte. Il y a ceux qui le suivent. Après, il y a l'UDI, et au sein de l'UDI, il y a plusieurs familles. Bon, vous observez ça avec sourire, je vois ça. Non, mais faut trouver l'apaisement là-dedans. Très souvent, on incarne la politique à travers les hommes. Hein. C'est un homme, une image et un mouvement. Bon, il y a besoin de remettre un travail autour des idées. Deuxième photo. Ah, Tour Plus. Voilà, vous êtes le président de Tour Plus. C'est un grand travail que nous avons entrepris. Un travail qui n'était pas gagné, qui est plutôt bien parti, mais qui n'est pas fini. C'est de savoir la métropole. Tour Plus va devenir une métropole ou pas. J'entends dans les commentaires de presse, un peu hâtivement, qu'on pense que c'est terminé, que nous sommes métropole. On a encore un passage au Sénat en janvier, si tout va bien, qui va détruire le texte. Ensuite, à l'Assemblée, on va reconstruire le texte, puis une commission mixte paritaire, puis la victoire du vote de l'Assemblée, puis un éventuel recours au Conseil constitutionnel. Enfin, il va falloir que la loi trouve toute son écriture et les décrets du Premier ministre. Donc, 6 mois, 7 mois ? Ah non, il faut que ce soit fait avant la fin de la législature ? Avant la fin de la législature. Si ce n'est pas fait avant la fin de la législature, ça sera difficile. Pour vous, c'est un aboutissement de votre carrière politique ? Vous avez commencé la Tour Plus avec Jean Germain, Feu Jean Germain, ensemble. On peut dire que vous avez été le duo de choc. Aujourd'hui, ça serait pour vous l'aboutissement ? Je ne sais pas si on peut parler d'aboutissement, mais c'est une grande étape. C'est une œuvre. C'est une belle œuvre. Ce qui a été formidable pour moi sur toute cette année, mais vraiment formidable, ça a été de fédérer. Pour arriver à faire Tour Plus, 21 maires sur 22 se sont fédérés. Ont décidé, parce que c'est beaucoup, hein, vous allez abandonner des choses que vous faites au quotidien dans votre mairie. Vous allez les déléguer. Il y a une petite perte de pouvoir, de substance pour le bien commun. C'est ensuite le Conseil général. Imaginez le Conseil général, Conseil départemental. Droite, gauche, Conseil départemental, droite, gauche, urbains, ruraux soutiennent le projet. Après, c'est toutes les personnalités associées. C'est l'université, la chambre de commerce, la chambre de métier. On a pu voir dans vos réactions que vous étiez heureux de porter ce projet avec... on vous voit en photo, même avec Jean-Patrick Gide, qui, voilà, vous êtes... les parlementaires que vous êtes ont porté, le président que vous êtes... parce que je fais de la politique depuis un certain temps. Justement, on va y revenir. C'est la première fois que je vois tout le monde uni autour d'un projet. Et le grand schéma d'une vie politique, c'est d'unir les gens. C'est pas de diviser, c'est d'unir. Et les Tourangeaux ont bien compris qu'il y avait un vrai gros projet à travers ça. Est-ce que vous voulez ressembler à certaines villes du cœur de la France qui sont en train de mourir ?
ou votre idéal, c'est plutôt Bordeaux, Nantes, Rennes. Donc on rentre dans la cour des grands. On a opté, on rentre dans la cour des grands. Notre rédaction, Philippe Briand, vous a élu personnalité de l'année 2016. C'était voilà, de la semaine dernière sur notre site, voilà, entre autres pour votre dossier sur la métropole. Et puis aussi le consensus que vous exercez au quotidien dans votre mandat politique. Un mot? Unir, construire. Il y a un temps pour la bagarre politique, entre guillemets, pour l'expression des idées. Le combat, oui. Et le lendemain, il faut rassembler tout le monde. Parce que ce pourquoi nous sommes élus, ça nous dépasse. Si demain, j'aurais réussi à promouvoir cette métropole, qu'on développe l'université à 50 000 étudiants, qu'on développe nos moyens de communication, qu'on permet à nos enfants de s'instruire ici, à tous les niveaux, dans le domaine de l'apprentissage, dans le domaine de l'université, dans le domaine de grandes écoles qui pourraient venir chez nous et travailler chez nous, on aura tout réussi. À la fois pour la métropole, mais pour tout le reste du département. Rapidement, en 2017, va se poser la question du cumul des mandats. Qu'est-ce que vous lâchez? Qu'est-ce que vous gardez? Je répondrai le moment venu. Ah, bien. On dit que Frédéric Régis pourrait vous remplacer à la métropole. Vous savez, on dit beaucoup de choses. D'accord, donc j'ai compris. Mais ça pourrait être un excellent choix. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas fait mon choix et je refuse d'y penser. J'ai une mission, finir de bâtir la métropole. Voilà. Après, c'est de savoir où on est le plus utile. Je ne l'ai jamais caché, je trouve dangereuse cette loi sur le non-cumul des mandats. Enfin, c'est invraisemblable. En gros, je n'aurais pas une longue expérience de la vie parlementaire, je n'aurais pas une parfaite connaissance du territoire, on ne pourrait pas passer tour en métropole. Ceux qui pensent que le cumul est grave font une grave erreur. Pour faire un avocat, il vous faut 6 ans d'études. Pour faire un médecin, il faut 8 à 9 ans. Dans n'importe quel métier, il y a un moment d'apprentissage. Quand un élu est élu, vous lui demandez d'avoir des compétences en urbanisme, en voirie, en assainissement, en crèche, en garderie, en école, pour les personnes âgées. Mais comment vous voulez être efficient quand vous arrivez? Bien sûr, vous avez besoin d'expérience. Certains de gauche, d'apprendre votre métier. Sont d'accord avec vous. Mais beaucoup, la vérité, c'est que la plupart des élus qui ont cette connaissance du terrain sont favorables à ça. Mais quand vous êtes maire d'une ville ou président d'une agglo et que vous voyez tous les mardis, le mercredi, le ministre de la Santé au banc, vous allez le voir parce que vous voulez développer votre hôpital. Au hasard, vous ministre de la Santé. Au hasard. Vous faites, Marisol actuellement, Oui. mais vous faites le jour où les élus des grandes villes ne sont plus connus. Comment ça se passe? Vous faites un beau dossier. Il n'y a pas que la force du dossier. Il y a le pouvoir de conviction. C'était votre coup de gueule aujourd'hui. Oui, mais parce que pour moi, c'est une erreur historique. On va arriver à faire quoi? Pas ce coup-ci, parce qu'on a des élus locaux qui vont y retourner, mais le prochain coup, les gens seront investis par les mouvements politiques. Donc, vous serez, entre guillemets, à la botte des mouvements politiques. C'est plus votre investissement sur le terrain, c'est pas votre connaissance. C'est grave. Donc c'est un vrai coup de gueule que vous passez pour moi, c'est quelque chose... Ah oui, c'est pas souvent, c'est une réforme mauvaise pour le pays. Nous avons besoin d'élus vous allez qui soient revenir des gens dessus compétents. si vous êtes réélu. Je crois que malheureusement, c'est pas dans l'air du temps. Je suis pas sûr de trouver une majorité. Mais j'espère qu'un jour, on le fera. Allez, troisième et dernière photo. Bon, photo, un petit clin d'œil pour vous titiller un peu. Moi, je sais vous dire, ça ne me titille pas du tout. Je m'en doutais que vous alliez le faire. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. Bon, qu'est-ce qui vous inspire, l'ancien chef de l'État? Allez. Alors, je connais bien Nicolas depuis de nombreuses années parce que nous nous sommes souvent battus l'un contre l'autre. Et pourtant, ça c'est incroyable. Et pourtant, vous avez été un de ses plus proches sur la campagne de 2012, justement. Non, en fait, c'est notre lecture. Comment on accepte d'être... C'est notre lecture. En fait, trésorier pour lui. Nicolas, je l'ai connu quand il était responsable des jeunes du RPR, j'étais responsable local. Vous avez à peu près le même âge en plus. Puis après, il s'est affranchi de Jacques Chirac, et donc je me suis battu aux côtés de Jacques Chirac. Je l'ai remplacé dans ses fonctions de la précédente campagne. On s'est beaucoup battus l'un contre l'autre. Il était très... Vous avez suivi Balladur à l'époque. Balladurien. Ouais. Il ne m'a pas fait de cadeau quand il était ministre du budget. J'en dirai pas plus. C'était deux camps, un affrontement très frontal. Il est devenu président de la République quand Jacques Chirac a décidé de ne pas se représenter au terme de son deuxième mandat. Il était, par le fait, le chef d'une majorité à laquelle j'appartenais. J'ai, entre guillemets, l'esprit de famille. Je vous l'ai dit, je n'aime pas qu'on passe vous êtes bien un ancien RPR. Hein.
à se battre les uns contre les autres. C'est le moment de fédérer. En plus, c'était François Fillon qui était son Premier ministre, donc ça m'allait tout à fait bien. Et puis, dans la dernière partie de son quinquennat, quand ma femme a été gravement malade, Nicolas Sarkozy a été très bien. Seigneur, c'est ça? Très bien, très humain. Il m'a téléphoné, il m'a proposé de faire hospitaliser Catherine à Paris, de s'en occuper. Il a pris régulièrement des nouvelles. Et quand Catherine est décédée peu de temps avant la campagne présidentielle, il a trouvé des mots très touchants. On connaît que la version médiatique des hommes et des femmes de pouvoir, oui, parce que il y a derrière de l'humain. C'est la face cachée de l'iceberg, quoi. Et quand il m'a fait demander si je voulais bien occuper cette fonction, j'ai commencé par dire non une fois, une deuxième. Et quand celui qui m'avait envoyé m'a dit « Nicolas, pense, comme vous n'êtes pas amis, que tu es chiracien, que c'est un moyen de ressouder la famille pour un combat difficile », j'ai pensé que c'était entre guillemets de mon devoir de le faire. Merci Philippe Briand, merci pour cette interview exclusive et merci pour toutes ces révélations, parce qu'on a eu pas mal de choses aujourd'hui avec vous. Votre coup de gueule, ça on va s'en souvenir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je vous souhaite une très bonne année 2017. Merci. À vous aussi. Et que celle-ci, pour nous et vous et tout le monde, soit synonyme de paix, de tolérance et de fraternité, c'est important. Continuez à être toujours aussi nombreux à nous suivre sur 37 degrés. Sachez que vous avez à peu près 75 000 par mois à nous suivre sur 37 degrés. Un grand merci au nom de toute la rédaction. Au revoir.